Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur l'évaluation des incertitudes de mesure avec donc tout est dit dans le titre. Tout a-t-il déjà été dit sur ce sujet? Donc ce webinaire va être animé essentiellement pour la majorité par Jean-Michel. Jean-Michel Pou, hein. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais vous le présenter rapidement sur les quelques diapos suivantes, et par moi-même pour la partie Optimus. Donc je vais vous rappeler qui nous sommes, donc qui est Deltamu, ce qu'on propose comme activité. Ensuite, je passerai la parole à Jean-Michel pour des rappels sur l'évaluation des incertitudes de mesure. Il fera un petit rappel aussi du dernier webinaire sur lequel il a traité de la simulation numérique. Ensuite, je reprendrai la parole pour la partie application, calcul d'incertitude dans Optimus. Et Jean-Michel terminera sur la question épineuse de la dérive. Donc, concernant Deltamu, quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Deltamu a été créé en 1998 par Jean-Michel Pou. Sur un constat relativement simple, les personnes faisaient étalonner des moyens de mesure depuis des années avec toujours le même constat. Les moyens de mesure, étalonnage vérification, pour être plus juste, les moyens de mesure étaient conformes et ça continuait comme ça. Donc, dans un objectif d'efficience de la métrologie, Jean-Michel souhaitait proposer des alternatives à cette approche un peu trop dogmatique. C'est pour ça donc qu'il a créé Deltamu et aussi dans l'objectif de traiter de toute la partie incertitude pour la prise de décision notamment. Donc 98 naissance de Deltamu. Deltamu a rapidement participé à de nombreux congrès de métrologie pour apporter des idées novatrices. Le logiciel Optimus, lui, est né dans l'année suivante et n'a cessé d'évoluer depuis. Donc, je vais revenir sur les activités et sur la partie logiciel tout de suite. Donc, quelques clients quand même, hein. On a un peu plus de 500 clients dans le monde. Au niveau donc certification et reconnaissance, Deltamu participe à pardon, à de nombreuses commissions. On a notamment participé à la rédaction des normes comme la VDX 07014 sur l'optimisation des périodicités de confirmation métrologique, sur la 041 qui traite des comparaisons inter-instruments, sur la 039 qui traite de la prise de décision. On travaille actuellement sur la révision de l'ISO 10012. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la norme qui traite des processus de mesure. Donc l'ISO 9001, c'est plutôt qualité. Là, c'est la norme qualité des processus de mesure réellement. Donc on intervient dans différents groupes de travail nationaux et internationaux. On travaille aussi avec le Collège français de métrologie. On est très impliqué chez Deltamu dans la formation, participation donc au master spécialisé data science, à la licence data analyst, aussi au BTS métier de la mesure, en fait le BTS donc TEPIL. Et on a quelques certifications, certifications Microsoft, et aussi on est une compagnie où une entreprise où il fait bon travailler puisqu'on a été plusieurs fois cité dans les entreprises où il fait bon travailler, donc Choose My Company notamment. Donc Deltamu je suis passé tout à l'heure rapidement sur nos activités, mais on a 3 activités principales, logiciel et métrologie, donc avec Optimus. Optimus qui est d'une part un logiciel pour gérer les parcs de moyens de mesure, mais aussi un logiciel pour étalonner les moyens de mesure, faire de l'étalonnage vérification et prendre des décisions justement sur la base de ces résultats. Optimus propose aussi de faire des calculs d'incertitude et d'utiliser ces incertitudes pour la prise de décision. On va voir ça tout à l'heure.
Chez Deltamu, on est très orienté aussi formation sur tout ce qui va toucher à la métrologie. Donc, ça peut être des formations basiques sur comment organiser un service métrologique dans une entreprise. Ensuite, comment utiliser les statistiques, hein, quand même, il y a quelques calculs quand on fait de la métrologie. Donc, il faut savoir utiliser les statistiques, savoir faire un calcul d'incertitude, justifier de ces calculs d'incertitude, jusqu'à des formations un peu plus évoluées, notamment celle dont on a parlé la dernière fois dans le webinaire, c'est-à-dire la simulation numérique. Deltamu intervient aussi dans la partie prestation, donc on accompagne les clients pour la réalisation d'étalonnage. On peut réaliser des étalonnages pour les clients, on fait de la gestion de parc, on fait de l'optimisation du parc de moyens de mesure. Le but, c'est vraiment d'optimiser la métrologie dans un objectif de réduction des coûts, mais aussi dans un objectif de réduction des risques. Hein. Réduire les coûts sans réduire les risques, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, au niveau client, eh bien, Deltamu, nous, on travaille avec tous les secteurs d'activité dans lesquels il y a de la mesure qui intervient, c'est-à-dire à peu près tous les secteurs d'activité. Donc, vous avez ici, sur la partie gauche de la diapo, un certain nombre de nos clients, soit du secteur pharmaceutique, de l'aéronautique, du BTP, transport, etc. On a aussi un certain nombre de partenaires institutionnels. Donc, on intervient avec l'école Sigma de Clermont. On a aussi une grosse activité au niveau du CAFMET, le Congrès africain de métrologie. Et donc, on est partenaire Microsoft, comme je disais, pour le développement de logiciels. Donc, après une rapide présentation, je vais laisser la parole à Jean-Michel qui va donc parler des incertitudes de mesure. Et pour cette question, est-ce que on a tout dit sur les calculs d'incertitudes de mesure? Jean-Michel. Oui, merci Ronald pour cette présentation. Donc effectivement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous préoccupe ce matin, à savoir les incertitudes de mesure. Donc comme je j'ai pas en tête l'ensemble des gens qui nous écoutent, évidemment, on a eu beaucoup d'inscrits. Pour l'instant, on est à peu près 130 connectés. Un bref rappel de ce que c'est une mesure. Une mesure, mesurer, c'est comparer. Hein, c'est écrit en haut du slide, tout le monde le sait. Et la question qui s'est vite posée quand on a voulu faire de la métrologie un petit peu raisonnable, c'est comparer à quoi. Voilà, donc dans nos esprits à tous, les unités de mesure, c'est quelque chose d'acquis. Or, il y a à peine plus de 200 ans que ça existe. Et il a fallu donner des définitions pour chacune de ces unités de mesure. Donc là, j'ai juste rappelé sur le slide, on vous l'enverra en support, donc on va pas relire les définitions ici, mais j'ai juste rappelé déjà que c'était pas si simple que ça de définir une unité de mesure. On le voit ici, le mètre dépend de la seconde, et vous voyez, on a des chiffres un petit peu compliqués, et la question est de savoir quand on veut réaliser ces définitions-là, eh ben, combien notre étalon en fait mesure réellement. Si on définit le mètre comme étant la longueur du trajet dans le vide d'un photon en un temps donné, encore faut-il le réaliser. Et tout ça pour dire que cette réalisation elle-même, qui est la base même d'une mesure, hein, c'est-à-dire l'étalon, l'unité, la réalisation elle-même de cette unité est déjà pas certaine. Personne ne sait sur cette planète combien vaut exactement un mètre. Quand je dis exactement, ça veut dire sans incertitude. Je crois qu'on connaît le mètre à 10-12 aujourd'hui. 10-12, c'est pas zéro. Et quand on fait des mesures dans l'univers, par exemple, 10-12, ça peut faire beaucoup. Voilà. Alors pourquoi j'insiste sur cette idée que les étalons eux-mêmes sont faux, ou en tout cas ne sont pas rigoureusement conformes à la définition, simplement pour introduire l'idée que quand on fait une mesure, la mesure n'est pas juste. C'est la conclusion de ce slide, toutes les mesures sont fausses. J'insiste beaucoup là-dessus dans chacune de mes interventions, parce que je pense que c'est justement la chose la plus difficile et la plus compliquée à admettre. Moi-même, qui suis passionné d'incertitude de mesure, le matin, quand je me lève, j'y crois pas. Donc je me dis qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui n'y croit pas. Alors évidemment, dans notre assemblée aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler et tout le monde y croit, mais dans notre vie de tous les jours et même dans nos entreprises, quand on parle à nos collègues, quand on n'est pas métrologue, eh ben les gens, dans leur tête, ils ont du mal à accepter l'idée
qu'une mesure peut être fausse. La mesure, elle est fausse, ou en tout cas, elle peut pas être exacte, déjà parce qu'on ne sait pas exactement combien fait l'unité, comme je viens de le dire, mais parce que pour faire une mesure d'un objet quelconque, on va utiliser et on va mettre en œuvre un processus de mesure, et ce processus de mesure, en fait, comporte plusieurs facteurs, et chacun de ces facteurs est bien nécessairement et bien logiquement, bien naturellement imparfait. L'objet lui-même qu'on veut mesurer est imparfait, l'instrument qu'on va utiliser pour mesurer cet objet est imparfait, l'environnement dans lequel on va faire cette mesure est imparfait, l'opérateur répète pas systématiquement toujours la même mesure, donc tout ça, ça peut pas conduire à un résultat juste. Hein. Pourquoi on a quand même du mal à concevoir, alors quand on regarde ce synoptique d'un processus de mesure, on voit bien et on peut comprendre que cette somme d'imperfections ne peut pas créer de la perfection. Pour autant, on a du mal à y croire. Et ça, je pense que ça relève de la première raison d'être de la métrologie, qui était de garantir les échanges commerciaux. En fait, on a mis en place un système d'unité, puis un service de l'État qui garantit la loyauté des échanges commerciaux, à la demande d'ailleurs de nos grands-parents, puisqu'à l'époque, à la veille de la Révolution française, ils voulaient un roi, une loi, un poids et une mesure au sens propre, au sens premier du terme. Ça, c'était des questions qui se posaient dans le cadre des échanges commerciaux. Donc l'État a fait ce qu'il fallait pour rassurer les gens dans le cadre des échanges commerciaux. Et il a tellement bien fait les choses que aujourd'hui plus personne ne réclame ça parce que ça semble un acquis. Et d'ailleurs, c'est un acquis dans le monde des échanges commerciaux. On peut considérer que le résultat de mesure qu'on nous donne sur le litre d'essence, enfin sur le plein d'essence, pardon, ou sur la quantité de tomates est parfait, alors qu'il ne l'est pas parce que l'État a réussi à instaurer cette confiance. Mais du coup, en instaurant cette confiance, et ben nous tous, autour de cette table et tous ceux qui nous entourent dans notre vie de tous les jours, que ce soit professionnelle ou quotidienne, et ben ils sont nés dans ce monde-là où on faisait confiance dans les résultats de mesure. Et donc depuis qu'on est tout petit, si vous y réfléchissez bien, chaque fois qu'on vous a donné une mesure, chaque fois qu'on a eu à connaître une valeur mesurée, on l'a toujours connue comme ça, dans l'absolu et jamais accompagné d'une incertitude de mesure. Et ma conviction personnelle, c'est que dans nos inconscients, en fait, on nous a jamais dit que les mesures étaient justes, mais puisqu'on nous a pas dit qu'elles étaient pas exactes, alors on considère qu'elles sont exactes parce qu'inconsciemment, et ben, comme on nous a toujours présenté un résultat de mesure sans l'incertitude, et ben, on imagine qu'on n'a pas besoin de l'incertitude et on se pose même pas la question de l'incertitude et on considère pour acquis que les mesures sont justes. Or, c'est pas possible et vous avez à l'écran les explications du pourquoi c'est pas possible. Le but de ce webinaire, c'est pas de rentrer dans les conséquences que ça peut avoir industriellement de croire que les mesures sont justes. On est en train de beaucoup travailler là-dessus en ce moment et on aura des informations à vous donner sûrement au cours d'un webinaire en fin d'année ou en début d'année prochaine pour expliquer un peu quelles sont les conséquences de ces croyances à la fois en termes de dimensionnement, on en a beaucoup parlé, mais aussi en termes de risque quand on déclare la conformité d'un produit. Bon, c'est pas l'objet du webinaire. L'objet du webinaire, c'est une fois qu'on a compris qu'un processus de mesure, c'était une somme de trucs imparfaits, que ça peut pas donner une mesure juste, ben, en effet, ce synoptique-là rappelle juste que quand on va vouloir mesurer cet objet, cette valeur mesurée qu'on va obtenir, c'est la valeur vraie entre guillemets de l'objet, parce que vous voyez bien qu'ici, j'ai fait exprès de matérialiser l'objet par qui aurait pu être un cercle, qui aurait pu être un alésage. Il est matérialisé sur le schéma par une patate. Alors, un alésage, ça a un diamètre. Une patate, ça n'a pas de diamètre, ça a juste des trucs, on ne sait pas trop quoi. Et donc, du coup, la valeur vraie ici, on peut mettre un petit guillemet à valeur vraie. Nous, industriels, on pourrait l'appeler valeur utile ou valeur fonctionnelle, en fait. Parce que cette patate, elle va avoir une fonction et soit elle va remplir sa fonction, soit elle va pas remplir sa fonction. Donc, faut entendre valeur vraie ici comme cette valeur fonctionnelle de l'objet. Mais quand on fait cette mesure, on va évidemment mesurer cette valeur fonctionnelle, sauf que dans notre mesure vont se glisser des petites erreurs. Alors bon, celle l'erreur du mesurant, je viens de le dire, l'erreur liée à l'étalon, on en a parlé, mais l'erreur liée à l'opérateur au moment où il va faire la mesure, l'erreur liée au milieu, à l'environnement, donc au moment où la mesure va se réaliser, et ainsi de suite. Toutes ces petites erreurs, enfin petites ou grandes d'ailleurs, viennent perturber, viennent entacher la valeur qui nous intéresse, et notre valeur mesurée, c'est donc la somme de cette valeur qui nous intéresse avec des erreurs de mesure, et c'est pour ça qu'en réalité, un résultat de mesure ne devrait pas pouvoir s'écrire simplement avec une valeur, mais devrait aussi prendre en compte la dispersion des valeurs possibles de cette valeur vraie qui nous intéresse, compte tenu de cette valeur mesurée et de toutes les petites erreurs de notre processus de mesure. Alors nous, les métrologues, on a de la chance,
certains l'ont pas vécu comme une chance. Moi, je me souviens, quand il est sorti en 1995, on considérait pas que le GUM, c'était une chance. Le GUM, en fait, c'est quoi? Le GUM, c'est finalement un précis de statistiques à usage des métrologues. Quand on lit le GUM, eh ben, on fait que des statistiques tout le temps. Alors, pourquoi on fait des statistiques tout le temps? Eh ben, parce que quand on a ces petites erreurs qui viennent perturber la connaissance de l'entité qui nous intéresse et donc qui viennent se glisser dans notre valeur mesurée, ces petites erreurs, il est intéressant de savoir, enfin petites ou grandes, je le redis, comment elles se mélangent concrètement dans la vraie vie. Pendant longtemps, en fait, on était dans une stratégie assez simpliste, on va dire. On se disait, ben oui, c'est vrai, il y a des erreurs de mesure. Donc on va prendre l'erreur la plus grande qu'on fait à cause de ça, l'erreur la plus grande qu'on fait à cause de ça, l'erreur la plus grande qu'on fait à cause de ça, l'erreur la plus grande qu'on fait à cause de ça. Et on additionnait toutes ces erreurs-là en se disant, ben voilà, il est possible que au final, j'ai une erreur qui soit la somme de toutes ces erreurs les plus grandes. Alors ça, c'est vrai, c'est possible. Et la question qu'on se pose aujourd'hui en métrologie, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est est-ce que c'est probable. Donc là, on va faire un petit rappel de statistiques. Reynald, Christophe, vous pouvez confirmer que vous avez bien mon Excel à l'écran? Tout à fait, on a ton Excel à l'écran. Oui, Voilà, bon, bah, c'est très bien. Donc en fait, pourquoi on fait des statistiques? Eh ben, pour essayer de comprendre comment se mélangent les choses. Alors, imaginons qu'on ait un seul dé. Enfin, là, on revient un peu sur le webinaire simulation qui a été fait il y a une dizaine de jours. Si j'avais un seul facteur, par exemple, un dé, et que je regardais plusieurs fois ce facteur se réaliser, c'est-à-dire, en gros, ici, j'imagine que je fais 5 mesures, eh ben, les valeurs que peut prendre mon dé, qui est un phénomène aléatoire, tout comme les facteurs qui contribuent à la mesure, les valeurs que peut prendre mon dé, ben, on voit dans cet échantillon qui peut prendre 1, 3, 4 ou 5, on voit dans un deuxième échantillon qui peut prendre d'autres valeurs, dans un troisième échantillon d'autres valeurs, et ainsi de suite. Quand on fait une mesure, c'est à peu près ce qui se passe, sauf qu'on n'a pas un seul dé, on en a plusieurs, on a plusieurs facteurs qui se mélangent. Et ces facteurs-là, on a parlé par exemple du diamètre de notre patate, et ben ça va dépendre de là où on va le mesurer, c'est un phénomène aléatoire. Je vous ai parlé de l'environnement, la température va varier, ou la pression va varier, ou l'hygrométrie va varier, et ben donc ça aussi c'est un phénomène aléatoire. Notre instrument de mesure, alors il n'est pas aléatoire par lui-même, mais quand on l'a fabriqué, la fabrication même de l'instrument de mesure, est sujette à des phénomènes aléatoires qui font que nos instruments, ils ont des erreurs. C'est pour ça qu'on les étalonne d'ailleurs. Et donc, ça va dépendre de quel instrument on utilise, sur quelle graduation on va tomber. Enfin, tout ça, c'est aléatoire. Donc, quand on mélange des phénomènes aléatoires, eh ben, on mélange en fait un truc qui peut ressembler à un dé ou pas. Enfin, c'est cette compréhension de ces phénomènes que décrit le GUM. Et le GUM, il repose sur un constat qui est assez intéressant. Donc là, vous voyez, si je mélange un dé, en fait, si je regarde un dé quelques fois, voilà ce que j'observe, c'est-à-dire des échantillons mais pas grand-chose, c'est pas conforme à la réalité, puisqu'on sait bien qu'un dé, par exemple, ça peut produire des 6 et 6 ça n'en produit pas. Pour qu'on voit quelque chose qui ressemble à la réalité, il faut faire plusieurs observations, enfin un nombre suffisant d'observations. Et quand on regarde un dé avec un nombre suffisant d'observations, on se rend compte que c'est une loi équiprobable probable. En gros, mais on le savait déjà à l'avance parce qu'on sait ce que c'est un dé. Un dé, ça peut produire des 1, des 2, des 3, des 4, des 5 et des 6. Et quand on lance le dé, on ne sait pas à l'avance combien on va faire, mais on sait qu'on va faire une valeur entre 1 et 6. Et comme les valeurs sont équiprobables, on sait qu'on aura autant de chances de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est le principe de base des phénomènes aléatoires. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne mélangeait pas un facteur, mais 5 facteurs, les fameux cinquièmes. Alors, on va aller tout de suite voir ce qui se passe quand on les mélange 10 000 fois. Et quand on les mélange 10 000 fois, on voit une propriété statistique intéressante qui est à la base du GUM. C'est le fait qu'en mélangeant des phénomènes aléatoires ensemble, eh ben, on obtient un truc, normalement, qui ressemble à une loi normale. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de loi normale. Le GUM, en tout cas jusqu'au supplément 1 du GUM, ben, partait du principe que les phénomènes qu'on mélangeait conduisaient à un phénomène normal. Et ce phénomène normal, pour le décrire, il va nous falloir connaître sa moyenne et son écart type. C'est tous les enjeux du calcul d'incertitude de mesure. Comment on calcule la moyenne d'un phénomène? Enfin, comment on peut comprendre, on peut calculer, oui, la moyenne d'un phénomène qui est le mélange de plusieurs phénomènes, et comment on peut comprendre la dispersion d'un phénomène qui est le mélange de plusieurs phénomènes. Alors, je ne veux pas revenir, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur notre tout premier webinaire, en fait, que vous pouvez trouver en replay sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube. Je ne vais pas revenir sur ces propriétés statistiques, mais il faut juste retenir ici, et c'est comme ça que le GUM décrit les choses, c'est que la variance d'un phénomène global, c'est la somme des variances qu'il compose. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le vocabulaire, la variance, c'est le carré de l'écart type. Alors, les statisticiens préfèrent travailler avec des variances, alors que dans le monde physique, une variance étant un carré,
si je mesure des degrés, par exemple, la variance est en degrés C carré. En degrés carrés, c'est pas très explicite. Et les écarts types ont l'unité de la valeur mesurée. Donc, on exprime un écart type en degrés, sa variance en degrés carrés. Les statisticiens préfèrent les variances pour tout un tas de raisons qu'on va pas développer ici. Mais nous, métrologues, donc plutôt dans le monde de la physique, ce qui va nous intéresser, c'est les unités physiques, donc c'est l'écart type. Voilà. Donc en fait, le GUM nous dit quoi? Il dit que quand on mélange un phénomène qui est la composition de plusieurs facteurs aléatoires, alors le phénomène résultant est gaussien et l'écart type de ce phénomène gaussien qui englobe tous les facteurs, c'est la racine carrée de la somme des écarts types au carré qui le composent. Voilà. C'est pas très compliqué. Alors on se traîne des sommes quadratiques des racines carrées parce qu'on veut pas parler en variance. Si on parlait en variance, on dirait simplement que la variance de notre processus de mesure, c'est la somme des variances qui la composent. Alors pour que ça marche, ça, il y a quand même une condition importante qu'on néglige parfois et peut-être un peu trop souvent, c'est le fait que pour qu'on obtienne une forme comme ça, alors je vais le faire avec 3D, vous allez comprendre, ça va être plus explicite. Donc si j'en mélange que 3, j'obtiens aussi une loi normale, parce que à peu près normale, on peut la regarder en dessous. Mais la condition pour que ce phénomène soit gaussien quand je mélange 3D, c'est qu'il y ait indépendance des facteurs qui se mélangent. Autrement dit, si quand je fais un mélange de plusieurs facteurs, j'ai des facteurs qui se définissent les uns par rapport aux autres ou qui prennent des valeurs, quand un prend une valeur, l'autre prend une autre valeur, on va dire corrélée, et du coup, on perd cette normalité. Alors on va le voir, imaginons qu'on arrive à lancer des dés en faisant en sorte que j'ai par exemple un dé jaune et 2 dés bleus, et que les dés bleus tombent systématiquement sur les faces opposées l'un l'autre. En fait, quand je vais regarder un grand nombre d'observations, je vais plus voir du tout une loi normale, comme vous le voyez ici, je vais voir une loi uniforme décentrée. Alors pourquoi je vois une loi uniforme décentrée? Simplement parce que la somme opposée des faces d'un dé fait toujours 7. Donc on comprend bien que quand on mélange 3 dés, un jaune, 2 bleus, le jaune, lui, il va varier entre 1 et 6 tranquillement, et il n'impacte personne d'autre. En revanche, les deux autres dés, les dés bleus, ils vont bien tous les deux, si on les regarde individuellement, on varie entre 1 et 6. Par contre, quand on va faire la somme de ces deux valeurs des bleus, on aura systématiquement 7, puisque comme on l'a dit par hypothèse, ils tombent sur les faces opposées l'un l'autre, et que la somme des faces opposées d'un dé, ça fait toujours 7. Donc on voit là l'effet de ce qu'on appelle une covariance. Alors sur les faces opposées, ça donne ça, mais si par exemple les deux dés bleus tombaient sur la même face, on obtiendrait ça. Voilà. Donc c'est plus du tout une loi normale, c'est une loi bizarroïde. Et donc cette condition d'indépendance des facteurs qui se mélangent au moment où on produit un résultat de mesure, c'est une condition importante pour faire en sorte que tous les calculs qu'on va faire, et on le verra tout à l'heure sur un exemple de correction de poussée de l'air, tous les calculs qu'on va faire conduisent à des paramètres d'une loi normale. Quand on dit la somme des variances, ça marche tout le temps. Par contre, cette somme des variances, c'est pas forcément une variance de loi normale. Et si cette somme des variances, c'est pas forcément une variance de loi normale, alors les propriétés de cette variance ne sont pas celles ne sont pas les propriétés d'une loi normale. Et donc tous les calculs qu'on va faire, et notamment les calculs de risque, par exemple, vont être erronés parce que on aura bien une variance, mais ça sera pas une variance de loi normale. C'est important à comprendre ça. Il y a un truc que le GUM ne dit pas assez explicitement, à mon avis. On se concentre beaucoup sur les variances, tout simplement parce qu'on prend l'hypothèse qu'on va corriger les effets systématiques. Et en fait, quand on mélange des phénomènes indépendants entre eux, on obtient bien pour variance du phénomène global la somme des variances, et on obtient aussi pour moyenne du phénomène global la somme des moyennes. Autrement dit, si jamais on n'a pas corrigé nos facteurs d'incertitude, et s'il y en a, et là on va parler notamment de ce qui se passe quand on fait l'étalonnage d'un instrument de mesure, à savoir si dans les résultats d'étalonnage, on est capable ou pas de dire qu'il y a un effet systématique, donc qu'on pourrait corriger, et quels sont les effets aléatoires qu'on ne peut pas corriger. Donc du coup, si on n'a pas fait ces corrections, non seulement notre phénomène n'est pas forcément gaussien, on vient de le voir, mais il est peut-être aussi décentré, parce que il y a des effets systématiques dedans qui s'additionnent, et ça crée un biais pour notre processus de mesure. Alors le GUM part d'hypothèse qu'on corrige tous les biais, comme ça on est tranquille. Je crois même qu'il dit à un endroit que si on corrige pas les erreurs systématiques, alors on fait 2 erreurs, c'est-à-dire l'erreur systématique et l'erreur de pas la corriger. Néanmoins, c'est pas toujours facile de corriger, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, nonobstant la nouvelle définition du VIM, quand on fait un étalonnage, je suis pas sûr, on verra une petite question sondage tout à l'heure, je suis pas sûr que quand on fait un étalonnage, on s'attache à savoir s'il y a un effet systématique, un effet aléatoire, enfin, on a ce réflexe encore de parler d'erreur maxi,
Et en parlant d'erreur maxi, comme on en parle, eh ben on oublie le fait que si l'erreur maxi est de type systématique, elle va pas du tout produire le même effet dans notre incertitude de mesure que si elle est de type aléatoire. Voilà. Si elle est de type systématique, elle va biaiser notre processus de mesure, et si elle est de type aléatoire, elle va se mélanger avec les autres facteurs aléatoires. Donc ça n'a pas du tout les mêmes conséquences sur la qualité de notre mesure. Donc voilà en gros ce que dit le GUM. Il dit que quand on mélange des trucs, alors vous avez, j'ai pas insisté sur le fait, il y a un détail important que j'ai oublié. Heureusement que j'ai cette petite figure pour me rappeler à l'ordre, c'est que en fait le phénomène est gaussien, le phénomène résultant est gaussien, à condition que tous les facteurs qui le composent soient indépendants. Et vous avez vu que avec le D, quand on a mélangé 5 D, c'est-à-dire que 5 lois uniformes, on a bien une loi normale. Hein. Donc si je mélange 2 D avec une loi uniforme et une loi en dérivée d'arcsinus, eh ben si tout se passe bien, on aura effectivement une loi normale. Ça, c'est une propriété assez sympathique. Sauf que cette propriété ne marche, c'est-à-dire la résultante est gaussienne qu'à une condition, c'est qu'il n'y ait aucun des facteurs d'incertitude qui pèse plus de 30% en variance de l'incertitude globale. Donc ça devrait être un réflexe chez les métrologues, une fois qu'ils ont fait un calcul d'incertitude, suivant le GUM, c'est d'aller regarder quel est le poids de chacune des composantes qui composent ce processus de mesure pour aller s'assurer qu'il n'y en a pas une qui dépasse 30%. Et vous allez être surpris du nombre de fois où on met des choses dans les calculs d'incertitude et quand on fait cette petite analyse en variance, on se rend compte que il y a des causes qui sont très très majoritaires et des autres qui sont totalement négligeables. Je pense qu'on perd souvent beaucoup de temps avec les causes négligeables, alors que comme elles sont négligeables, on devrait les négliger, et qu'on oublie que les causes les plus importantes, ce sont elles qui vont entraîner la forme de l'incertitude de mesure, en fait, de cette loi qui est le fruit du mélange de tous les facteurs qui le composent. Et si cette forme n'est pas gaussienne, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cas des covariances, si cette forme n'est pas gaussienne, tous les calculs qu'on va faire et tout ce qu'on va raconter, ça va être des pures mathématiques, mais qui n'auront pas de sens physique. C'est très très important. Et je vous invite à regarder vos calculs d'incertitude sous cet angle-là pour vérifier qu'il n'y ait pas de composante supérieure à 30%. Alors attention, si la composante la plus importante, c'est-à-dire qui dépasserait largement 30%, la composante la plus importante du processus de mesure est gaussienne, alors à l'arrivée on sera gaussien. En revanche, si la composante la plus importante du processus de mesure est en loi uniforme, par exemple, la résultante, elle sera plutôt une loi uniforme qu'une loi normale. Voilà. Donc c'est important de faire cette analyse. Je suis pas sûr qu'on ait assez insisté sur cette question du poids de chacune des causes d'incertitude pour savoir quelle est la résultante finale. J'ai eu l'occasion d'en débattre souvent dans les comités de normalisation. Je pense notamment à des normes en température où il n'était pas rare que le facteur le plus important du bilan d'incertitude de mesure soit ce qu'ils appellent la dérive, on discutera de dérive tout à l'heure, et qu'on considérait ça en loi uniforme, si telle était vraiment la dérive et si c'était vraiment une loi uniforme, alors l'incertitude finale serait uniforme, et quand l'incertitude finale est uniforme, plus ou moins 2 écarts types, ça n'existe même pas, parce qu'une loi uniforme, ça ne contient pas plus que 1,73 écarts types. Et en aucun cas, ça peut faire 95%, puisque les propriétés de la loi uniforme ne sont pas identiques aux propriétés de la loi normale. Pour observer cette loi de probabilité, enfin cette incertitude de mesure, notamment quand on mélange plusieurs résultats de mesure entachés d'incertitude dans une grandeur d'intérêt. Peut-être ici on peut donner une petite précision et une petite critique mais positive du VIM notamment et du GUM. Plus du GUM d'ailleurs que du VIM, pardon, c'est qu'à mon sens, il est regrettable qu'on appelle modèle de mesure ce qui se passe quand on fait une mesure qu'on peut appeler directe, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que je veux mesurer le diamètre de mon objet, j'ai un micromètre et je fais la mesure directe du diamètre de mon objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de mesure. Alors je l'ai écrit plus haut, notre modèle de mesure ici, c'est la valeur du diamètre plus l'erreur à cause de ça, plus l'erreur à cause de ça, plus l'erreur à cause de ça, plus toutes les petites erreurs. C'est un modèle purement linéaire. On est dans le monde de la physique, ces erreurs-là sont dans le monde de la physique et nous conduisent à une incertitude de mesure qui est gaussienne si tout se passe bien. Mais parfois, ce qui nous intéresse, c'est pas la mesure directe du diamètre du bouchon, c'est peut-être son volume. Et si je m'intéresse au volume du diamètre du bouchon, je vais avoir plusieurs données d'entrée pour déterminer le volume. Le volume du bouchon, pas du diamètre du bouchon, le volume du bouchon ou le volume d'un axe. Christophe avait pris cet exemple-là dans le webinaire sur la simulation numérique pour parler de covariance. Si je m'intéresse au volume d'un axe,
je vais avoir deux grandeurs mesurées pour déterminer le volume. C'est le diamètre, qui va être entaché d'une incertitude, qui vient de son modèle de mesure. Je vais avoir besoin de sa longueur pour calculer son volume, qui elle aussi va faire l'objet d'une mesure, directe ou pas directe, mais dans le monde de la physique, qui correspond à un autre modèle de mesure, parce que la mesure de la longueur, c'est pas la même chose que la mesure du diamètre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ni la longueur ni le diamètre, c'est le volume. Et donc, du coup, on parle aussi de modèle de mesure quand on cherche le volume à partir de deux données d'entrée qui sont un, le diamètre, et deux, la longueur, dans l'exemple du volume de notre axe. Et ben pour moi, on aurait pu appeler cette configuration-là qui est je cherche le volume en fonction de données d'entrée mesurées. On aurait pu appeler ça autrement qu'un modèle de mesure. On aurait pu appeler ça, par exemple, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle chez Delta Mu désormais, un modèle d'intérêt pour distinguer les deux modèles. Dans un cas, on est dans le monde de la physique, donc on fait des mesures physiques sur une paillasse. Et dans l'autre cas, dans le modèle d'intérêt, en fait, on n'est plus du tout dans le monde de la physique, on est dans le monde des mathématiques et des statistiques. C'est-à-dire que la propagation des erreurs qu'on a vues dans le monde de la physique, dans nos modèles de mesure, cette propagation se fait à travers un modèle mathématique qui relie les grandeurs d'entrée à la grandeur d'intérêt. Et du coup, on a là une propagation des incertitudes de mesure via ce modèle qui, donc, pour éviter enfin, je cherche les mots, pour éviter de se tromper entre les deux, qui serait donc ici un modèle d'intérêt, ben, les incertitudes de mesure se propagent dans la grandeur d'intérêt via un modèle d'intérêt. Et pour propager ces incertitudes de mesure sur les données d'entrée dans la grandeur d'intérêt, dans la donnée de sortie, ben, le GUM nous propose une première option qui est la loi de propagation, qui marche à partir enfin, qui est basée sur le principe des dérivées partielles. Alors là encore, le but du webinaire, c'est pas d'entrer dans le détail du pourquoi on fait des dérivées partielles, mais tout simplement parce que le GUM part de l'hypothèse que la fonction f, même si elle est très compliquée, là qu'on voit en trait fin, là, un gris fin, eh ben, elle est assimilable à sa tangente. Elle est assimilable à sa tangente sur la petite zone de variation des x. Donc, si on peut assimiler la fonction f à sa tangente, alors on peut transformer l'incertitude qu'on a sur les x dans ce qui va arriver dans les y. Et là, par exemple, on voit bien que la même incertitude en x, suivant là où on est sur la fonction f, eh ben, elle va avoir un impact différent dans la grandeur d'intérêt. Et donc, du coup, la loi de propagation, elle travaille sur cette hypothèse-là, qu'on peut assimiler la fonction à sa tangente, et donc elle propage via la tangente, c'est pour ça qu'on fait une dérivée partielle, hein. L'angle ici, le coefficient directeur de la tangente, c'est la dérivée partielle de la fonction par rapport à la grandeur, enfin, la grandeur mesurée. Et donc, du coup, après, on a l'impact de cette grandeur mesurée dans y, et puis, comme ça, c'est une variance, ben, on l'élève au carré, on l'additionne avec toutes les autres impacts des autres grandeurs x du modèle d'intérêt pour avoir la propagation dans y. Voilà. Et là encore, on utilise très souvent la propriété gaussienne. On dit ben, la somme de tout ça, c'est gaussien. Ben, oui et non, ça dépend parce que avec cette histoire de coefficient de sensibilité, donc cet angle de la tangente, enfin, ce coefficient directeur de la tangente, et ben, il se peut très bien qu'une petite incertitude qui pesait pas lourd dans l'incertitude sur les x devienne très grande dans les y et donc vienne perturber là encore la loi de probabilité de y. Et de même, une grande incertitude en x qui pourrait nous faire peur va être complètement diminuée, complètement amortie dans le y du fait même de ce coefficient de sensibilité. Donc là encore, attention, c'est bien ces termes-là qui nous intéressent pour savoir s'il n'y en a pas un qui dépasse 30% et non pas ces termes-là, puisqu'il faut les regarder à l'aune, il faut les regarder après leur passage dans la fonction pour savoir quel est l'impact réel dans la grandeur d'intérêt. Ça, c'est la loi de propagation du GUM. Alors, elle tient aussi compte des covariances. On va voir que c'est important. On l'a déjà dit tout à l'heure, ça déforme plein de choses. Là, dans la loi de propagation, on peut tenir compte des covariances. Ça, c'est ce que proposait le GUM en 1995. Alors, je ne sais plus en quelle année le GUM a proposé enfin, il y a eu, le JCGM a publié un supplément 1 du GUM qui, lui, fait appel à la simulation numérique pour voir comment se propagent les données d'entrée, enfin les incertitudes sur les données d'entrée dans la grandeur de sortie. Donc là, on ne fait pas du tout de calcul aux dérivées partielles, on fait juste des tirages aléatoires pour les valeurs possibles de x, pour les valeurs possibles de x2, pour les valeurs possibles de xn, et à chacun des tirages qu'on fait, on va calculer la valeur y, et si on fait plein de tirages pour les x, on aura plein de valeurs de y, et le plein de valeurs de y, on va pouvoir l'observer sous la forme d'un histogramme, donc d'une loi de probabilité. C'est ce que j'avais proposé, ce qu'on avait proposé avec Christophe dans le webinaire simulation numérique. Donc voilà exactement en situation ce que ça peut donner.
Est-ce que vous avez toujours mon écran là? Oui, sûrement, j'imagine. Oui, on a Donc là, l'Excel. d'accord, très bien. Donc là, je regarde en fait sur cette simulation, je regarde quelle est la correction de poussée de l'air quand je fais une mesure de masse. Donc, quand je fais une mesure de masse, l'entité que je mesure va recevoir une poussée dirigée du bas vers le haut égale, comme l'a dit Archimède, au poids du volume de fluide déplacé. Donc, en fait, le poids du volume de fluide déplacé quand je suis dans l'air, c'est fonction de la masse volumique de l'air et évidemment du volume de l'objet que je mesure, qui lui-même, volume, est fonction de la masse volumique du corps pesé. C'est-à-dire que le volume d'air que je déplace, enfin, j'ai besoin de connaître la masse et la masse volumique. Ça me permet de calculer le volume, et à partir du moment où j'ai calculé le volume, je peux calculer le coefficient, enfin la correction de poussée de l'air. Et dans la correction de poussée de l'air, on a donc la masse volumique du corps pesé évidemment, mais on a aussi la masse volumique de l'air. Alors elle-même qui est donnée par une formule assez compliquée que j'ai reprise ici dans mon fichier Excel, hein, et qui elle se nourrit, enfin varie en fait en fonction, et vous le savez pour ceux qui font de la mesure de masse, varie en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la température et en fonction de la pression atmosphérique locale. Donc là, quand je vais en appliquant cette formule-là, dans cette cellule-là, ben, je vais faire varier l'hygrométrie relative de l'air dans la plage de variabilité de mon laboratoire, la température dans la plage de variabilité de mon température, la pression atmosphérique dans la plage de variabilité de mon laboratoire. Ça va me permettre de calculer une valeur possible de la masse volumique de l'air dans mon laboratoire à un moment donné. Je fais une autre simulation pour ces trois paramètres, une autre pour ces trois paramètres, une autre pour ces trois paramètres. Là, je vais trouver plein de simulations de la masse volumique de l'air. Si je fais aussi varier en même temps la masse volumique du corps pesé, alors je vais observer la variabilité de ma correction de poussée de l'air dans mon laboratoire, sachant les produits que je mesure. Ben, si je fais plein de simulations, plutôt que de faire une analyse cause par cause des incertitudes, puis leur propagation dans le résultat qui m'intéresse, c'est-à-dire la correction de poussée de l'air, ben, je vais simplement faire plein de simulations et calculer la moyenne, vous voyez ici, et l'écart type de ma série de données, et j'ai fini mon travail. Ça, ben, c'est la correction moyenne à appliquer sur mes résultats, et ça, c'est l'écart type à prendre en compte dans mon calcul d'incertitude sur mon résultat. Voilà. Et là, vous voyez, on a de la chance, parce que mon histogramme, qui a cette moyenne et cet écart type, vous voyez qu'il a une forme gaussienne, donc on peut dire qu'on n'a pas de souci, on va mélanger du gaussien avec d'autres choses, et ça ne va pas emporter la forme de l'incertitude finale une fois que j'aurai utilisé ce paramètre de correction de poussée de l'air dans mon calcul final. Bon. Ça marche bien. En revanche, regardez ce qui se passe si je lui dis que la température dans mon laboratoire, elle n'est pas de type gaussienne, mais elle est en U, hein, ce qu'on dit quelquefois dans les ambiances climatisées. Ben, j'aurai toujours une moyenne et j'aurai toujours un écart type, ça ne change rien. Par contre, regardez l'histogramme des corrections, il n'a plus rien à voir avec une loi normale. Donc l'avantage du GUM S1, ça va être de nous permettre d'observer la loi de probabilité de notre grandeur d'intérêt. Donc la grandeur d'intérêt, c'était la correction de poussée de l'air. Et donc pas simplement de partir de l'hypothèse parce qu'on n'a pas d'autre information que la loi est gaussienne. Parce que vous comprenez bien que là, si je calcule des risques dans une loi en dérivée, avec une loi en dérivée d'Arcsinus, ça n'a plus rien à voir qu'avec une loi normale. Vous voyez que c'est même carrément l'inverse. Dans une loi normale, on a peu de chances d'être aux extrémités, et dans une loi en dérivée d'Arcsinus, c'est le contraire. On a beaucoup de chances d'être aux extrémités, et alors qu'au milieu, on a peu de chances d'y être, et dans une loi normale, c'est tout l'inverse. Donc attention à ça. Et le GUMSA va donc permettre, grâce à la simulation numérique, d'observer ces phénomènes-là. Voilà. Pour l'instant, Renate, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire pour introduire ton propos. Je crois que tu as prévu de nous montrer des exemples d'application du calcul d'incertitude avec un bilan, alors pas par simulation numérique, avec un bilan. Et du coup, on va pouvoir commenter en même temps ou en différer un petit peu les différents facteurs que tu vas prendre en compte et les questions que tu vas te poser pour savoir quelles sont leurs moyennes, leurs écarts types, pour savoir comment tout ça, ça se mélange et tenter de s'assurer que c'est à peu près gaussien à l'arrivée. À toi de partager ton écran. Très bien. Merci Michel. Alors, on va récupérer la main. Donc, vous devriez voir mon écran, c'est bon? Oui, je pense. JCGM okay. 101. Ok, très bien. Donc, c'était une question, Jean-Michel. Est-ce que de quand dater le supplément
Donc là, c'était le JCGM 101, lui, il date de 2008. Voilà. Donc, D'accord, ok, oui, très bien. Ok, ben bon, merci. ouais, Donc donc, 13 ans c'est plus plus tard. récent. 13 ans plus tard, mais déjà 13 ans. Donc Voilà, on est, pas très voilà, récent. Ouais. c'est ça. C'était ça l'idée derrière. Donc moi j'ai préparé un exemple de calcul d'incertitude, incertitude d'étalonnage d'une part, incertitude de mesure. Sur l'incertitude d'étalonnage, donc j'ai pris l'étalonnage d'un thermomètre à affichage numérique. Ce thermomètre, lui, il est utilisé sur un processus de mesure qui est la surveillance d'une enceinte climatique. Cette enceinte climatique, donc qu'on va voir ici, étant elle-même étalonnée, vérifiée selon ce référentiel, donc pour aller déterminer sa stabilité et son homogénéité. On verra que ça a un impact dans le calcul d'incertitude. Ce sont des composantes qui vont être prises en compte dans le calcul d'incertitude du processus de mesure. D'accord? Donc, j'ai mon capteur, mon TFM, là, ici, et lui, je vais l'étalonner. Donc, je vais avoir une incertitude d'étalonnage et je vais avoir certaines composantes donc, de ce thermomètre qui vont être prises en compte dans mon incertitude de mesure. Donc, pour l'étalonnage, hein, j'ai déjà préparé un étalonnage en ayant rentré des mesures. Donc, c'est un étalonnage par comparaison. Et je compare donc mon thermomètre, là, un thermomètre de référence. Je le fais en différents points. Et donc mon thermomètre peut aller de moins 50 et 800, mais mon enceinte climatique étant entre 0 et 70, j'ai fait mon étalonnage entre 0 et 100. D'accord? Ça ne servait à rien que je fasse moins 50, 800. Ça, c'est mon avis très personnel. Hein, Jean-Michel pourra éventuellement confirmer, mais ça sert à quoi d'aller à 800 si jamais je m'arrête sur une caractérisation qui va à 70 degrés. Donc, dans cet étalonnage, eh bien pour chacun des points, hein, j'ai répété ma mesure, si bien que j'ai de la répétabilité déterminée par un écart type. Et dans le calcul d'incertitude, donc vous voyez ici, j'ai un calcul d'incertitude pour chacun des points d'étalonnage. Eh bien, j'ai pris différentes composantes. J'ai pris des composantes liées à la résolution. Résolution de mon étalon, résolution de mon moyen de mesure. Généralement, sur les afficheurs numériques, on part du principe qu'on a un estimateur d'écart type qui va être une loi donc uniforme. Donc, la résolution d'affichage est distribuée selon une loi uniforme. Alors, c'est vrai dans de nombreux calculs d'incertitude que vous pouvez trouver à droite et à gauche en termes d'exemples. Dans certains calculs d'incertitude, sur certains moyens de mesure pour des affichages numériques, eh bien, on trouve aussi des exemples où on va utiliser une loi triangulaire. Voilà. Donc ici, tout à l'heure, Jean-Michel vous parlait en fait du choix de la loi. Ça va être important parce qu'on n'aura effectivement pas le même diviseur et ça n'aura effectivement pas le même impact au final sur le calcul d'incertitude. Donc, j'ai pris ici l'incertitude d'étalonnage du thermomètre étalon pour faire le calcul. J'utilise un milieu de comparaison. Ce milieu de comparaison, il n'est pas parfait. Donc, ce milieu de comparaison, eh bien, il est inhomogène. J'ai donc une caractéristique d'homogénéité. Et ce milieu de comparaison, malgré tout, il n'est pas non plus complètement stable dans le temps. J'ai aussi une incertitude due à la stabilité du milieu. Et j'ai pris en compte donc la répétabilité des erreurs de mesure qui ont été calculées. Somme de variance, donc là, comme vous l'a dit Jean-Michel, hein, on a une approche GUM basique, somme de variance, eh bien, je vais avoir mon calcul d'incertitude, et ça pour chacun des points. Donc, j'arrive à une incertitude ici qui est de 0,06 degrés Celsius. Quand je regarde mes composants d'incertitude, eh bien, c'est essentiellement la répétabilité de mesure qui fait le plus grand poids ici dans mon incertitude d'étalonnage. D'accord? Donc, l'incertitude d'étalonnage liée à la résolution ici du thermomètre étalon, elle est toute petite. À la résolution de l'instrument, pareil aussi, très peu. Et l'essentiel, donc, c'est répétabilité et incertitude d'étalonnage aussi du thermomètre étalon. Quand je vais terminer en fait cet étalonnage, eh bien moi je vais prendre certaines composantes en fait issues de cet étalonnage pour aller faire mon calcul d'incertitude de mesure.
Donc, je vais terminer ici mon étalonnage. Ça va me permettre en automatique d'aller calculer mon incertitude de mesure. Donc, dans mon incertitude de mesure, ici, lié à mon thermomètre, eh bien, j'ai de nouveau des détails. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ici? J'ai pris l'incertitude d'étalonnage de mon thermomètre. Alors, Jean-Michel interviendra. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée de tenir compte de cette incertitude d'étalonnage dedans? J'ai pris la résolution de mon instrument et je vous ai dit, quand j'ai fait la mesure dans une enceinte, eh bien, j'ai tenu compte de la caractérisation qui a été faite sur cette enceinte pour prendre donc notamment l'homogénéité de l'enceinte climatique et la stabilité de l'enceinte climatique. D'accord? J'ai ce calcul, donc j'ai mon incertitude. Optimum est calculé aussi sur la base de mon intervalle de tolérance minimale vérifiable à une capacité. Voilà, ça, vous pourrez reconsulter ou participer au webinaire qu'il y aura sur les capacités. Et j'ai aussi donc mes composantes. Alors, quand je regarde les composantes, vous voyez que l'essentiel de mon incertitude vient de l'inhomogénéité ou de l'homogénéité, ça dépend comment on voit ce paramètre-là, de mon enceinte climatique. Donc là, ici, en fait, la résolution de mon instrument, l'incertitude d'étalonnage de mon thermomètre, ça s'est très peu exprimé. La stabilité du même, donc j'ai un facteur prépondérant, c'est quasiment toute mon incertitude. D'accord? Alors, pour ceux qui s'interrogeraient sur ça, c'est un exemple qui est pris au niveau donc l'exemple d'étalonnage, c'est sur les exemples d'évaluation des incertitudes d'étalonnage présentés par le CFM. Et cet exemple-ci, lui, il vient de la norme sur l'étalonnage des capteurs de température. D'accord? C'est l'exemple qui est proposé, de la norme que vous voyez ici, donc sur la vérification des enceintes climatiques. Donc dedans, d'accord, comme le disait Jean-Michel, en fait, on s'interroge généralement assez peu. Si jamais on doit pas avoir un facteur qui dépasse 30%, ici, vous voyez, c'est un tout petit peu raté. Donc, cette homogénéité, comment est-elle distribuée? Ça, c'est aussi la bonne question. D'accord? Donc, Jean-Michel va certainement revenir dessus. Là, moi, j'ai pris la 60-068, tout simplement parce que elle traite d'une homogénéité sous l'approche d'un écart type des résultats, alors qu'on peut trouver parfois l'homogénéité traitée comme une étendue entre un min et un max. D'accord? Donc, on n'est pas du tout dans la même approche. Dans un cas, on a un écart type d'un ensemble de mesures. Dans un autre cas, on a une étendue prise sur des valeurs extrêmes pendant la mesure. Donc, j'espère que l'exemple a été suffisamment parlant. Je vais repasser donc la parole à Jean-Michel par rapport justement donc aux différentes composantes de cette incertitude et il va aussi par la suite. Alors là, vous voyez, moi je l'ai pas pris en compte. Je l'ai pas non plus pris en compte dans mon étalonnage ici dans les composantes d'incertitude, mais souvent on retrouve dans les propositions pour l'estimation des incertitudes de mesure la prise en compte d'une dérive. D'accord? La dérive entre deux étalonnages, la dérive du capteur au cours du temps. Jean-Michel va vous en parler un peu plus en détail. Donc, de cette dérive et aussi de l'intérêt éventuellement de prendre en compte l'incertitude d'étalonnage dans votre propre calcul d'incertitude de mesure. Jean-Michel, si tu c'est là que tu me donnes la parole, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est là que le pour continuer. Donc, incertitude d'étalonnage. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de la prendre en compte dans mon incertitude de mesure et la grosse problématique de la dérive, parce que beaucoup de gens en fait ne se basent pas sur la définition qui est donnée d'une dérive. D'accord? Donc, on prend en compte un peu tout et n'importe quoi pour dire c'est une dérive. Je te passe la parole.
Ouais, voilà. Eh ben, écoute, c'est vrai que tes questions, enfin, notamment sur la prise en compte ou pas de l'incertitude d'étalonnage, suivant les gens qui nous écoutent, ils doivent se demander, mais comment ça se fait qu'on se pose cette question? Parce que, par nature, on est bien obligé de considérer l'incertitude d'étalonnage d'un instrument de mesure quand on va utiliser, enfin, dans un bilan d'incertitude, à l'utilisation de ce moyen de mesure dans des conditions industrielles, dans des conditions de son utilisation. On n'achète pas des instruments de mesure pour les étalonner, on les achète pour les utiliser. Donc nous, ce qui nous intéresse industriel normalement, enfin, c'est l'incertitude qui va s'exprimer au moment où je vais utiliser le moyen de mesure pour mon activité industrielle. Voilà. Et ben à ce moment-là, très précisément à ce moment-là, évidemment, il n'y a absolument pas d'erreurs qui viennent du laboratoire d'étalonnage. C'est-à-dire que l'incertitude d'étalonnage, en fait, qui sont les erreurs que l'étalonneur que l'opération d'étalonnage génère au moment de l'étalonnage de l'instrument de mesure, ces erreurs-là, elles n'appartiennent pas au processus de mesure quand je vais utiliser mon instrument. Enfin, sauf si on parle de l'incertitude d'étalonnage d'un étalon de réglage. Parce que pour le coup, là, sur l'étalon de réglage, je risque de me régler sur une valeur apparente qui n'est pas la valeur qui n'est pas la valeur réelle de mon étalon, donc d'introduire un biais en fait dans mon processus de mesure. Cette question de l'incertitude, de la prise en compte de l'incertitude d'étalonnage, on ne va pas la remettre en compte nous, mais il faut que chacun comprenne que ces erreurs qui sont produites au moment de l'étalonnage, elles ne participent pas aux mesures qui vont être faites avec l'instrument. En revanche, elles masquent la réalité de l'instrument de mesure. C'est-à-dire qu'au moment où on va étalonner cet instrument de mesure, on va produire des erreurs et du coup, l'étalonnage devrait être une forme de recherche au milieu des erreurs qu'on a vues ensemble. Hein, c'est-à-dire on a vu et les erreurs produites par l'étalonneur, l'opération d'étalonnage et les erreurs propres à l'instrument de mesure. En fait, c'est ce mélange qu'il faudrait aller décortiquer pour essayer de deviner quelle est la part de l'instrument de mesure, la vraie part de l'instrument de mesure et faire la part des choses entre ce qui vient de l'instrument de mesure et ce qui vient des erreurs propres à l'étalonneur. Parce qu'il fera toujours des erreurs. Il a des opérateurs, il a des conditions environnementales, il a lui-même des étalons qui sont pas parfaits, qui dérivent. Donc il y a des erreurs d'étalonnage. Elles sont indiscutables et elles sont, on pourra jamais les annuler. On peut essayer de les maîtriser, mais pas les annuler. Mais l'opération d'étalonnage, ça ne devrait pas être de se contenter d'avoir un tableau avec des écarts et à la fin de retenir en valeur absolue ou pas le plus grand des écarts. C'est pas bien logique. C'est tellement pas logique que depuis maintenant, vous avez mon écran ouais. Normalement, vous devez avoir mon écran. Oh, c'est bon, on le voit. Là, tu vois mon écran, là? Ouais, ouais, c'est OK. Voilà. Depuis 2008, c'est-à-dire plus de 12 ans, hein, 13 ans, je sais pas la date de sortie exacte du VIM, en fait, de la révision du VIM, l'étalonnage, ce n'est plus, comme c'est écrit là à l'écran, un simple tableau avec des écarts. Normalement, un étalonnage, désormais, c'est des mesures qui sont réalisées dans les conditions d'étalonnage pour essayer de maîtriser au mieux justement les erreurs d'étalonnage. Mais une fois qu'on a fait ce tableau, on doit faire une modélisation. En tout cas, on a une phase 2 qui devrait permettre de dire à l'utilisateur, eh ben voilà, ton instrument de mesure, moi, au moment de l'étalonnage, j'ai vu qu'il avait un effet de type systématique, et j'ai expliqué tout à l'heure, les effets systématiques, ça biaise nos processus de mesure, donc il faut les corriger. Mais il suffit pas de voir des écarts dans un tableau pour que ce soit des effets systématiques. Il faut les traiter, ces écarts. Il faut les traiter avec des outils statistiques. Et donc, le résultat d'un étalonnage, comme le demande le VIM, ça devrait être une équation de correction, voilà, ou une information qui dit cet appareil ne nécessite pas de correction. Et une fois qu'on a dit ça, on doit dire aussi quel est le résiduel aléatoire de l'instrument de mesure. On ne peut pas dire de l'instrument de mesure qu'il est parfait. Donc même s'il ne nécessite pas de correction, il y aura quand même des erreurs qui lui sont propres et qui lui sont imputables et qui doivent être prises en compte dans le calcul de l'incertitude. Je redis bien, aujourd'hui, on s'affranchit de faire ce truc-là en mettant dans nos bilans d'incertitude de mesure les incertitudes d'étalonnage, alors que c'est au moment de l'étalonnage qu'on va essayer de distinguer quelles sont les erreurs qui viennent de l'instrument de type systématique et aléatoire et quelles sont les erreurs qui viennent du laboratoire d'étalonnage lui-même, de manière à ce que le résultat d'étalonnage soit le plus propre possible et soit le plus nettoyé possible des erreurs d'étalonneur. Parce que on ne paye pas un étalonnage pour récupérer juste les erreurs d'étalonneur si notre instrument n'a pas d'erreur, hein, pour faire simple. Vous voyez, cette définition du mot étalonnage, elle date de plus de 12 ans. Je ne suis pas certain qu'elle soit encore utilisée, elle soit déjà utilisée chez les prestataires. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois encore des certificats d'étalonnage
j'ai l'impression de voir toujours des tableaux de mesure et jamais des équations et des modèles. Et pourtant, on avait, t'as dit Reynald qu'on était très impliqué au CFM. Et à l'époque, en 2010-2011, si ma mémoire est bonne, j'avais effectivement proposé qu'on réunisse un groupe de travail pour traiter de cette question-là. Donc le CFM a réuni un groupe de travail, on a sorti un guide, vous en avez la page de garde à l'écran. Euh, le CFM publie aussi un logiciel qui a été développé par Deltami qui s'appelle MCare et qui permet justement de faire ça. En gros, dans le guide, pour ceux qui l'ont lu, ils vont comprendre de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas lu pourront le découvrir ou le découvrir dans nos webinaires, hein, puisqu'on a fait un webinaire sur la modélisation d'étalonnage. Dans ce guide, on explique quels sont les principes de base qui permettent de décrire un modèle quand on a des points expérimentaux. Donc, tout le monde connaît très probablement les modèles des moindres carrés, mais attention à leur utilisation dans l'univers des étalonnages, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font qu'il faut utiliser ce concept avec ces outils avec précaution, mais il y a moyen de le faire. Mais surtout, dans le guide, on parle de ce qu'on appelle la signature du processus d'étalonnage, et cette signature, c'est ce qui va justement permettre à tenter de distinguer les erreurs qui viennent de l'étalonneur et les erreurs qui viennent de l'instrument. Voilà. Donc, les étalonneurs ont tout ce qu'il faut sous la main depuis longtemps pour nous donner des informations sur nos instruments de mesure et non pas sur leurs erreurs, quoi. Voilà, pour faire simple. Et du coup, ça serait quand même bien plus facile pour quelqu'un qui doit faire un calcul d'incertitude de mesure, donc à l'utilisation du moyen de mesure, d'avoir directement dans le document d'étalonnage la variance ou l'écart type des résidus qu'il faut qu'il mette dans son calcul d'incertitude, elle existera toujours celle-ci, et qu'il ait ou non une information, qu'il ait une information sur la correction, que cette correction soit inutile, c'est-à-dire en gros le laboratoire dit moi j'ai rien vu, donc pour moi il n'y a pas d'effet systématique sur l'instrument de mesure, ou que cette correction soit utile, auquel cas cette correction est entachée d'incertitude. Et là on ne parle plus des incertitudes d'étalonnage au sens où on les entend aujourd'hui, mais on parle bien de la propagation des incertitudes d'étalonnage dans la connaissance du modèle qui va permettre de faire la correction. Et cette incertitude sur la correction, c'est celle-là qu'il faudrait mettre dans notre bilan d'incertitude, et pas simplement l'erreur la plus grande que le laboratoire a trouvé en la divisant le plus souvent par racine de 3, et en plus de mettre une ligne sur son incertitude d'étalonnage, parce que, je le redis, quand on utilise le moyen, on n'a pas l'erreur du laboratoire d'étalonnage au moment où on fait la mesure. On l'a pour l'étalonnage, mais on l'a pas au moment où on fait la mesure. La deuxième question que tu soulevais, Reynald, c'est la question des dérives. Effectivement, c'est une vraie question, la question des dérives. Et on voit beaucoup de choses. Ça m'arrive même de m'agacer un petit peu de voir certaines choses. Je ne peux pas redire ici un certain nombre de mésaventures, notamment dans des groupes de normalisation qui traitaient de température. Mais en fait, quand on parle de dérive d'un instrument de mesure, il suffit pas de regarder tous les ans les 5 mêmes points et faire la différence entre les valeurs qu'on obtient entre l'année n+1 à l'année n et l'année n-1 sur chacun des points, reprendre la plus grande et la diviser par racine de 3. Ça, c'est de la tambouille. Oui, ça fait. Il y a des gens qui me disent ça marche. Oui, ça marche. Oui, on fait des maths et on trouve des résultats. Mais est-ce que physiquement ça fait sens? Alors moi, je pense que ça fait pas sens du tout physiquement, surtout quand on regarde un instrument de mesure. Et je le redis, il peut avoir un effet de type systématique et un effet de type aléatoire. Donc déjà, quand on parle de dérive, on parle de quelle dérive? On parle de la dérive de la composante systématique ou on parle de la dérive de la composante aléatoire? C'est une vraie question, parce qu'on ne va pas aborder les choses du tout de la même façon. Parce que s'il dérive de façon systématique, ça veut dire que c'est notre correction qui évolue dans le temps, c'est-à-dire le biais de notre processus de mesure qui évolue dans le temps. Et si c'est si c'est la dérive de sa part aléatoire, ça va donc venir s'ajouter à la dispersion des autres facteurs et donc ça va amplifier l'incertitude de mesure. Donc déjà, parler de la dérive, ça suppose de se demander de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des effets systématiques ou est-ce qu'on parle des effets aléatoires? Et quand on parle des effets systématiques, ça se complique aussi parce que la dérive, c'est quoi? Quand j'ai un modèle linéaire de la forme comme elle est écrite ici, y égale b0 plus b1x, c'est quoi? C'est b0 qui dérive, c'est b1 qui dérive, ou j'ai l'impression de voir b0 et b1 différents de l'année d'avant, mais en réalité, ils sont pas différents parce que b0 et b1 sont entachés d'incertitude. Et voilà. Et donc, du coup, la vraie question de la dérive, elle est beaucoup plus compliquée que de soustraire des valeurs prises au même point et les diviser par racine de 3. On a eu l'occasion avec Christophe et Peggy et Laurent Leblond de PSA, statisticien chez PSA, de présenter un papier sur cette question au dernier congrès de métrologie. Donc là, il y a un lien vers ce document qui explique, selon nous, je n'ai pas dit qu'on avait raison, mais en tout cas, on a travaillé sur le sujet, et donc on propose une solution. Selon nous,
on peut évaluer ces dérives avec une méthode qui prend en compte les deux questions que je viens de poser, qui prend en compte aussi évidemment les incertitudes sur la détermination de B0 et de B1 au cours de chaque étalonnage, enfin, et qui permet d'avoir une approche qui nous paraît plus objective de l'incertitude liée à l'évolution des caractéristiques métrologiques de l'instrument dans le temps, plutôt que de prendre une simple soustraction de deux valeurs dont on pourrait facilement expliquer qu'en rien du tout, cette soustraction représente la dérive d'un instrument de mesure. Voilà. Alors, cette question de la dérive, tout le monde peut se dire, ouais, mais c'est super compliqué quand même, parce que il faut savoir faire tous ces calculs, il faut faire ci, il faut faire là. Alors, moi, j'ai l'habitude enfin, en tout cas, j'ai envie de rassurer tout le monde sur les calculs. C'est pas nous qui faisons les calculs, c'est les ordinateurs. Et typiquement, cette méthode-là, qu'on a proposée au congrès de métrologie, ben, pour un étalonneur qui ferait périodiquement l'étalonnage du même instrument, il pourrait parfaitement automatiser ce type de calcul. Et donc, à la fin de son étalonnage, dire, eh ben, cette fois-ci, votre instrument, il mérite une correction, ou cette fois-ci, ou cet instrument ne mérite pas de correction, confère le discours tout à l'heure sur la modélisation, là, juste précédent, mais il pourrait aussi aller regarder par rapport aux résultats qu'il avait obtenus les années précédentes, si oui ou non il y a une dérive, pour vous dire, ah ben, attention, je constate qu'il y a une dérive, et cette dérive pourrait nous conduire à une optimisation de périodicité, ou et à une évaluation de ce terme de la dérive en fonction de ce qu'on a observé dans le passé, de manière à alimenter nos calculs d'incertitude à l'utilisation de ce moyen, avec une donnée plus pertinente que simplement ce que je dénonçais tout à l'heure, à savoir une soustraction et une division par racine de 3. Ça ne pose pas de problème pratico-pratique. Aujourd'hui, tous les laboratoires d'étalonnage utilisent des logiciels. Un logiciel, il est exactement fait pour faire des calculs. Alors nous, on est bien malheureux chez Deltamu, malgré tout, de ne pas avoir encore implémenté tous ces outils dans Optimu, parce que c'est pas la peine de mettre des outils qui vont pas être utilisés. Et je crois que c'est à la communauté des métrologues justement d'être peut-être un peu plus exigeant sur leurs attentes. Enfin, si je parle de la communauté, c'est ses attentes, sur ses attentes eu égard à ce qu'est un étalonnage. Un étalonnage, je sais pas, je le redis, un tableau de valeurs, c'est des informations sur est-ce que cet instrument doit être corrigé. S'il est corrigé, s'il doit être corrigé, quelle est l'équation de la correction et l'incertitude induite par cette correction. Et s'il n'est pas corrigé, dans tous les cas, quel est le résiduel qu'il faut que je prenne en compte dans mon calcul d'incertitude. Et s'il dérive, puisque si le prestataire, c'est lui qui, enfin, si le prestataire ne change pas, on va dire, ça facilite les choses en termes d'échange de données. Si le prestataire ne changeait pas, ben, il devrait aussi être en mesure, après 20 ans ou 30 ans de pratique, de nous donner des informations sur le fait que cet instrument qui m'appartient, il devrait en plus me dire sur le document d'étalonnage s'il dérive et s'il dérive pas, ou s'il dérive pas. Et si jamais il dérive, il peut nous donner aussi le terme qu'il faut qu'on prenne en considération quand on va calculer l'incertitude à l'utilisation de ce moyen. Donc vous voyez que on est, je crois, encore un peu loin. Il y a une petite question sondage, je crois, Christophe, autour de ces questions. Est-ce que c'est l'opportunité, là, le moment pour les passer? Oui. Alors, concernant... De prendre un peu de cours, voilà. Peut-être. J'étais en train de répondre à une question, c'est pour ça. Ah oui, alors on n'a pas dit, pendant que tu lances la question sondage, comme d'habitude, ceux qui participent à nos webinaires le savent, et ils ont pu constater qu'on tenait notre promesse. Soit on répond, enfin, on essaie, Christophe essaie de répondre sur le chat aux questions qui arrivent, mais c'est toujours compliqué de répondre à toutes les questions sur le chat comme ça, parce que surtout vous êtes nombreux, donc j'imagine qu'il est un peu débordé. Mais dans tous les cas, on reprend à la fin du webinaire toutes les questions du chat et on fait un article sur notre blog smartmetrology.com où on répond aux questions que vous avez posées. Autrement dit, si on n'a pas pu vous répondre dans le chat, faute de temps et compte tenu du volume de questions, vous trouverez vos réponses, alors pas forcément dans les 2 prochains jours. Hein, le replay du webinaire, il sera mis en ligne assez vite. En revanche, l'article, pour répondre aux questions, des fois, il est un petit peu long parce que des fois, il y a beaucoup de questions et puis on essaye de répondre de façon pertinente. Donc, on prend un peu de temps pour faire ça. On vient de mettre en ligne l'article sur les réponses du webinaire simulation numérique. Et donc, ceux qui n'ont pas obtenu de réponse sur le chat aujourd'hui auront leur réponse sous 1 à 2 semaines dans un article de notre blog. Alors, j'ai envoyé les sondages. D'accord. Est-ce que tout le monde le voit? Parce que moi, à l'écran, je vois surtout mon écran. Je vois pas le sondage, donc je sais pas. Ouais, les gens répondent? Ouais, c'est bon. En tout cas, je le vois. D'accord, parfait. Voilà, donc on va pas passer trop de temps non plus sur les sondages, Christophe, s'il faut laisser le temps aux gens de répondre, mais je crois que les questions sont simples, hein, c'est du oui, non. Voilà, donc
Là, j'ai les réponses. Donc, est-ce que votre sous-traitant vous a déjà proposé de modéliser les résultats d'étalonnage? Donc, Oui. 9% oui, 3% oui, mais il veut faire payer, et Mm. 89% non. Bon. J'arrête le Donc ça sondage. fait un axe de progrès. Ça fait un axe de progrès. On va faire une pétition. La communauté des métrologues, je vous invite à faire une plateforme Justement, de là, pétition pour que nos étalonneurs fassent des modèles. Parce que, je vais le redire ici, mais il n'y a que celui qui fait l'étalonnage qui peut calculer le modèle comme il faut, sans vouloir encombrer l'esprit de tout le monde. Pour calculer un modèle, il faut connaître la matrice de variance-covariance des données d'entrée, et cette matrice de variance-covariance, il n'y a que celui qui fait l'étalonnage qui peut la connaître. Donc, tout étalonneur qui dirait mais vous avez qu'à le faire, ben, ça pose problème parce que c'est impossible si vous voulez le faire proprement dans les règles de l'art. Alors oui, on peut toujours faire des calculs, mais en tout cas, ces calculs ne seront pas représentatifs de la réalité. Voilà, c'est à lui de le faire. Et sur le fait qu'on paye pour le faire, c'est un petit peu fort en chocolat, je trouve, dans la mesure où c'est l'ordinateur qui fait le calcul. Une fois qu'on a implémenté le code dans son logiciel, ben, ça se fait tout seul. Donc voilà. Donc ça pourrait être un axe de progrès de leur part sur la partie modélisation d'étalonnage. Il y avait une question aussi sur les dérives, je crois, non? Christophe pas, répond aux pas questions du chat. particulièrement. Enfin, voilà, comment prendre une question générale, mais comment prendre en compte les dérives dans nos calculs d'incertitude. Alors ça, dans la question, ben, vous voyez à l'écran, il y a un lien là sur un slide share où on publie ce qui a été présenté au Congrès international de métrologie. Et là, s'il y a des gens qui veulent vraiment réfléchir à cette question et partager avec nous, on sera très content de les accompagner, de les aider. Là, il suffit de prendre relation avec un simple mail et on discutera autour de cette question. Mais on a dans cette conférence, on a proposé une approche euh, pour euh, pour justement calculer le terme qu'il faut prendre en compte dans le calcul d'incertitude lorsqu'il y a dérive d'un équipement de mesure. Je vous cache pas que les dérives, c'est pas fréquent, mais il y a des instruments qui dérivent, notamment les PT100, ça dérive. Après, savoir comment on calcule la dérive, ben justement, on a fait une proposition. À vous de la tester, de la challenger, de voir si vous pouvez faire autrement. En tout cas, c'est une piste de réflexion, hein, ces dérives. C'est vraiment un vrai sujet parce que moi, j'ai constaté que très souvent dans les bilans d'incertitude de mesure, la dérive pesait très très lourd. Et elle est souvent considérée en loi uniforme, donc du coup ça pose un problème pour la normalité de notre incertitude finale. Donc il faut vraiment se poser des questions là-dessus. Et j'en finirai avec les questions sur la question des risques. Là encore, on a une norme qui est sortie, le JCGM 106, donc qui est publié par c'est comme le GUM, hein, c'est le même groupe de travail que celui qui rédige le GUM et le GUM S1. Le JCGM 106, il est sorti en 2012, donc il y a 9 ans maintenant. Et il décrit comment on utilise l'incertitude de mesure pour déclarer, enfin, pour évaluer les risques liés à une décision. Donc, quand on sous-traite des vérifications, en métrologie, bah, il y a une décision, hein, c'est l'avis de conformité sur l'instrument de mesure, est-ce qu'il est conforme ou non conforme. Et donc, ce guide 98-4, enfin, ce JCGM 106, pardon, qui a été repris l'année de la sortie, donc en 2012, intégralement sous la forme d'une norme ISO. Alors, bon, ceux qui veulent pas acheter la norme ISO, ils peuvent télécharger gratuitement le guide 106, c'est exactement la même chose. La norme ISO est en anglais, et le guide 106 c'est en anglais, donc c'est un copier-coller. Et en France, la commission de normalisation a traduit ce document qui est assez rébarbatif, hein, faut le reconnaître, un peu comme le GUM, hein, la première fois qu'on le lit, il fait mal à la tête. Elle l'a traduit dès 2013 pour dire l'importance qu'on a accordée à ce document, hein, qui est une version, une vision hein, très innovante de la question du risque. Je vais en dire deux mots après. On va organiser un webinaire sur cette question là encore dans les mois qui viennent. Donc ceux que ça intéresse pourront participer à ce webinaire. Donc ça a été traduit en 2013 en France. Hein, et on a ensuite à l'AFNOR créé un groupe de travail qui était chargé de vulgariser, enfin d'essayer de faire un document plus pédagogique que le guide 98-4. Hein, j'ai pas dit, il a été repris sous le nom ISO Guide 98-4. Donc on a réuni un groupe de travail pour essayer de rendre plus digeste ce que raconte le guide 98-4 dans un document qui est sorti maintenant il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle le LDX 07039 et qui essaye de reprendre et enfin pas de simplifier, mais de rendre accessible au plus grand nombre les concepts qui se cachent derrière le guide 98-4 et que vous avez à l'écran tout de suite. Alors je vais pas les détailler là, on n'a pas le temps et c'est pas l'objet, mais en fait, le métrologue habituellement, il voit
la valeur mesurée et l'incertitude de mesure autour de sa valeur mesurée. Voilà. Or, dans la réalité, ce qui se passe, c'est pas l'incertitude autour de la valeur mesurée, c'est l'incertitude autour de la valeur vraie. Alors vous allez dire oui, mais je connais pas la valeur vraie. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on mesure. Néanmoins, l'incertitude de mesure, elle ne tourne pas autour de la valeur mesurée, elle tourne autour de la valeur vraie, et la valeur mesurée, c'est une réalisation des valeurs possibles de la mesure, sachant la valeur vraie et sachant la dispersion des erreurs de mesure. Voilà. C'est très très important et c'est révolutionnaire. C'est aussi révolutionnaire pour la métrologie que quand Copernic et Galilée ont expliqué que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était bien la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc là, le JCGM 106, il a quand même profondément bouleversé notre vision de ce qu'est une mesure, de ce qu'est une incertitude de mesure. Et ceux qui ont pris le temps d'essayer de digérer ce document, eh ben ils ont compris qu'effectivement notre représentation habituelle, traditionnelle, culturelle de l'incertitude de mesure et de la valeur mesurée était fausse. Donc, comme cette vision traditionnelle est fausse, ben, pour calculer un risque, il suffit pas, dans la vision traditionnelle, il suffisait de regarder de combien la gaussienne débordait des limites de spécification. Tout le discours d'aujourd'hui, c'était de dire que c'était pas toujours gaussien. Donc déjà, on peut regarder ce qui déborde des limites de spécification, mais si c'est pas gaussien, faut pas le calculer suivant une loi normale. Ce qui déborde, faut le calculer suivant la loi de l'incertitude de mesure. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme la réalité, comme en fait, en vrai, l'incertitude de mesure ne tourne pas autour de la valeur mesurée, autour de la valeur vraie, bah, de faire ça, ça n'a pas beaucoup de sens parce que du coup, la surface qui dépasse des zones de spécification, quand on centre notre incertitude de mesure sur la valeur mesurée, elle n'a pas de sens physique puisque c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Donc le guide 98-4, il dit le risque en fait, c'est une combinaison de deux événements. Hein, le risque de déclarer par exemple conforme une pièce ou un instrument de mesure qui serait non conforme, c'est la conjugaison, la conjonction de deux événements. C'est un, le fait que l'instrument soit réellement non conforme, parce qu'il n'y a pas de risque client s'il n'y a pas d'instrument non conforme. Voilà. Donc c'est la première chose. Pour qu'il y ait un risque client, en tout cas, ce qu'on appelle le risque client, il faut que l'instrument soit non conforme. S'il n'est pas non conforme, je peux le mesurer comme un cochon et le trouver parfois conforme, parfois non conforme. L'instrument, il n'est pas non conforme, il n'est pas non conforme, point, fin d'histoire. Donc il y a bien la probabilité que cet instrument soit non conforme. Et en fait, la mesure fait que on a une probabilité donnée de mesurer cette entité non conforme comme étant conforme à cause des erreurs de mesure. Donc le guide 98-4, il prend bien en compte les deux piliers du risque. La probabilité que dans la réalité l'instrument soit non conforme, on appelle ça la loi a priori, et la probabilité de mesurer cet objet non conforme à cause de la probabilité des erreurs de mesure qui conduisent à cette erreur de décision. Là encore, je ne vais pas développer le guide 98-4 ici. Ceux que ça intéresse peuvent vraiment utilement, je pense, lire le fascicule 07039. J'espère qu'ils trouveront beaucoup d'explications sur la richesse de ce guide. Et la question que moi j'avais envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que les gens qui font de la vérification ont pris dans les 10 dernières années le temps de regarder ce qui se faisait en matière de déclaration de risque? Et j'ai une petite idée de la réponse, parce que nous, on est éditeur de logiciels, et notamment les laboratoires d'étalonnage l'utilisent, et pour l'instant, personne ne nous a demandé de calculer les risques comme ça. Et pourtant, ça fait quand même pratiquement une dizaine d'années maintenant que ce document est officiel, et donc une dizaine d'années qu'on aurait dû au moins commencer à se poser des questions sur comment, quand on est prestataire en matière d'étalonnage, on peut appliquer le guide 98-4 pour dire à notre client, quand il nous demande une vérification, votre instrument, je le vois conforme avec un risque de tant de pourcents qu'il ne le soit pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque. Enfin, ça, c'est le risque. On peut calculer le risque client comme le donne le guide 98-4. On peut donc donner cette information en tenant compte des incertitudes de mesure et de l'a priori. Ou à l'inverse, vous dire, bah oui, cet instrument, moi, je le vois non conforme, mais il y a une probabilité donnée qu'il soit conforme. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, dans la pratique, ont intégré ça? J'en doute. Et là encore, je pense qu'il faudrait que les métrologues soient plus exigeants de ce point de vue-là, pour que eux qui subissent les normes en vigueur et qui doivent toujours courir après la nouvelle version de l'ISO 9000 ou de l'ISO 17000 025, pourquoi ceux qui leur proposent des prestations courent pas aussi vite après les normes qui les concernent? Voilà, je voulais conclure sur ce petit clin d'œil, ce petit mot gentil. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Christophe, est-ce qu'il y a des questions, par exemple, qu'on pourrait prendre en live? Alors, on a un peu débordé, alors c'est traditionnel, on déborde toujours, mais à la limite, si... Alors, je regarde...
Question, comment prendre en compte l'incertitude de mesure dans la déclaration de conformité, notamment dans le domaine dimensionnel? Alors ça, c'est le guide 98-4. Et en plus, dans le guide Voilà. 98-4, on a une annexe qui a été faite sur un alésomètre. C'est moi qui l'ai écrite, donc je me souviens bien. Et là, en fait, dans l'annexe, on écrit simplement que l'étalonneur, quand il étalonne des alésomètres, en général, il voit que les erreurs à lui. Il n'a jamais vu une erreur d'alésomètre. Voilà. Donc, si on faisait de la modélisation et si ensuite on faisait de la déclaration de conformité avec le guide 98-4, bah, je pense qu'on saurait à peu près tout le temps dire que les appareils sont conformes et qu'il y a à peu près 0% de chance qu'ils ne le soient pas. L'exemple que tu prends, c'est dans la FDX 07039, c'est ça? Oui, c'est ça en annexe. Oui. D'accord. Oui, alors, la réponse au comment, elle est donnée dans le guide 98-4. Elle est donc donnée de la même façon dans le FDX 07039. La question maintenant, c'est la mise en application. Voilà. Et manifestement, personne ne se presse, pas plus qu'on s'est pressé pour la modélisation et pas plus qu'on s'intéresse aux dérives. C'est un peu dommage. Bon, il y a une super question. Vers qui se tourner pour une assistance au calcul d'incertitude de mesure? Bah, nous, on aurait tendance à dire nous, parce que c'est notre métier. Voilà. Mais après, il y a d'autres prestataires sur le marché qui proposent leurs services. Je crois qu'il faut un peu challenger. Enfin, ceci dit, on n'est pas très très nombreux. Bon, je pense quand même que chez Delta Mu, tu le sais, Christophe, c'est toi qui es en charge de ce genre de choses avec Peggy. On a une certaine culture, une certaine expérience et une certaine connaissance des cas très compliqués. Voilà, donc on peut être sollicité et ensuite que le meilleur gagne, quoi. Après, c'est du commerce. Hein. Enfin, enfin, je pense que pour compléter un peu, et là je vais faire un peu de pub, Reynald l'a dit très vite, mais moi je le vis à titre personnel comme un honneur, que l'AFNOR nous ait confié la rénovation de l'ISO 10012, qui est quand même la norme internationale qui traite de la métrologie dans l'entreprise, et que du coup elle ait porté la candidature de Delta Mu à l'échelle internationale, à l'échelle ISO, et que Peggy ait été reconnu, je ne sais pas si on dit ou élu, c'est pas vraiment élu, a été confirmé dans son rôle d'animation de ce groupe de réflexion. Ça montre quand même que les institutionnels nous font confiance, on va dire. Déjà, c'est peut-être un petit peu rassurant pour nos clients. Attendez, une question. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on peut regarder dans le futur une conférence sur la fonction métrologie dans l'industrie automobile? Je ne sais pas si tu comprends mieux, enfin si tu comprends la question. Je ne comprends pas bien la question. Ah, est-ce qu'on peut prévoir peut-être, c'est peut-être ça, est-ce qu'on peut... En tout cas, il y aurait beaucoup de Euh, choses à dire et tu le sais bien, Christophe, parce qu'on est en plein oui, dans le jeu là, pour un client assez particulier. On a fait beaucoup de choses sur le sujet dans les derniers jours, hein, pour être classique, et on a vraiment, vraiment beaucoup de choses à raconter sur ce sujet-là. Alors, c'est un sujet, alors il n'est pas épineux, il est juste génial, il est absolument complexe, enfin, il est complexe comme on les aime un peu. Euh, et là, euh, et là, on parle plus de conformité au sens du guide 98-4, mais on peut parler, on peut s'amuser, on peut s'intéresser à discuter de conformité multidimensionnelle. Ça veut dire quoi, conformité multidimensionnelle? C'est que le guide 98-4, en fait, il nous parle de j'ai une grandeur d'intérêt, une limite de spécification, une incertitude, comment je détermine le risque. Sauf que très souvent, dans la vraie vie, quand je reçois une pièce, si on parle de l'industrie automobile, bah sur une pièce de l'industrie automobile, il n'y a pas une grandeur d'intérêt, il y en a plein. Hein, je vais avoir besoin de vérifier que les diamètres sont bons, les hauteurs sont bons, les localisations sont bonnes, les battements sont bons. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup de caractéristiques qui doivent être conformes ensemble. Et quand ces beaucoup de caractéristiques doivent être conformes ensemble, je vous promets que c'est un sujet passionnant, mais quand même qui commence à être très très compliqué. Je me faisais la remarque ce matin. J'ai jamais pensé que dans ma vie un jour j'aurais une équation avec une infinité d'intégrales à optimiser, quoi. Et c'est pourtant ce qui se passe. Voilà, donc ce sujet est passionnant. Alors voilà, faudrait que la personne qui a posé la question précise un peu ce qu'elle attend, mais s'il fallait faire un webinaire sur une thématique de ce type-là, pourquoi pas dans les mois qui viennent. On est là pour répondre au sujet d'intérêt de la communauté des métrologues, donc si on peut le faire, ça sera évidemment avec plaisir. ok, je crois Donc que on a fait le on a fait. tour voilà, des questions. Alors, il y a quelques temps, on avait lancé l'idée des parcours d'approfondissement.
Donc tous les gens qui ont qui se sont inscrits même, donc les gens qui ont participé au webinaire et même ceux du coup pour qu'ils en bénéficient aussi, qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir. Alors, on est à peu près dans les taux normaux, hein, à peu près la moitié des gens inscrits qui viennent, mais voilà. Donc enfin, on va vous faire rentrer dans ce qu'on appelle un parcours d'approfondissement. Donc vous allez recevoir quatre mails avec des thématiques différentes. Le premier, ça sera les supports du webinaire, donc là ce qui vient d'être présenté. Enfin évidemment pas la démo de Reynald, mais en tout cas le PowerPoint. Ensuite, on va vous envoyer un mail avec ce qu'on considérait de la documentation importante sur le sujet, donc des incertitudes de mesure. Après, on vous a concocté un tout petit parcours interactif puisque Deltamus s'est mis à des formations digitales. Donc, on commence à maîtriser un peu ces objets-là et on va vous envoyer ça comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir. J'espère que vous allez apprécier. Et puis une surprise, ça c'est l'équipe commerciale qui a dit qu'il fallait qu'on fasse une surprise. Alors il y aura une surprise. Donc les gens qui ont participé, les gens qui sont inscrits vont recevoir de nos nouvelles suite à ce webinaire. Donc dans le cadre de ce qu'on appelle un parcours d'approfondissement. Et j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira de poursuivre les discussions de ce matin avec d'autres types j'allais dire médias, enfin d'autres types d'informations. Voilà. Et pour finir, avant de couper la séance, nos prochains webinaires, donc le 30 mars avec le CAFMET, on va parler de métrologie au service de l'intelligence artificielle. On l'a dit, on est bien impliqué, notamment dans la métrologie en Afrique et en partenariat avec le CAFMET. Donc là, on les a aidés à construire ce webinaire où on va parler de l'utilisation des mesures dans les algorithmes d'IA. Donc ceux que ça intéresse, évidemment, peuvent s'inscrire gratuitement comme d'habitude. Puis le 13 avril, les bonnes pratiques de gestion de parc et le 20 mai, étalonnage interne ou externe, et puis la question des procédures et des EMT. Enfin voilà, on poursuit notre travail de vulgarisation de notre métier, hein, la métrologie. Et donc, je vous dis à très bientôt pour l'un ou l'autre de ces webinaires, ou pour ceux qui suivront sur les risques, notamment, comme on l'a dit, et pourquoi pas la conformité multidimensionnelle. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'à maintenant. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous.